Hello! Les passagers en direction du pays de Morphée sont priés avant de bien s'installer, de liker la vidéo, de s'abonner et de laisser un petit cœur pour le chauffeur. Ready? Let's go! L'histoire que je m'apprête à vous conter s'intitule Cocorico. Il était une fois, il y a très longtemps, un paysan qui vivait dans un petit hameau du nord du Portugal. Il s'appelait Joaquim. Il habitait une petite maison en pierre de granit, comme tant d'autres, et il menait une vie heureuse et sans histoire avec sa femme, Joaquina. Enfin, c'est ainsi que ma grand-mère commençait son histoire, à l'heure où les cigales et les criquets commencent à striduler et à craqueter comme toutes les histoires qu'elle nous racontait. Le moment venu, elle nous appelait toujours dans le même ordre, toujours en commençant par le plus vieux et en finissant par le plus jeune. Ainsi, personne n'avait rien à redire. Johanna, Joachim, José, Louisa. Pour gagner les meilleures places, qui étaient sans conteste celles à ses côtés, nous accourions sans tarder et nous nous assoyions sous la pergola de vigne de la grande cour. Puis, dans un silence entrecoupé de soupirs qui en disaient long sur notre empressement, nous attendions qu'elle finisse de ranger dans son panier de couture cette nappe de lin qu'elle brodait sans conviction ni talent depuis plusieurs années, qu'elle caresse Pastor derrière les oreilles et Migas sous le ventre. Rendu là, chien et chat soupiraient de plaisir et nous d'impatience. Alors, elle nous regardait par-dessus ses petites lunettes, toujours un peu tordues et encrassées, et elle commençait « Era uma vez ». Alors voilà, il était une fois Joachim, un paysan sans histoire. Un beau jour, comme ça, sans avertir, il déclara à sa femme Joaquina qu'il voulait aller à Saint-Jacques de Compostelle, ou plutôt à Santiago de Compostela, comme il disait dans sa langue. Ils étaient encore couchés. Le coq n'avait pas encore chanté, et Joaquina crut d'abord que son homme était encore en train de rêver à voix haute, comme il lui arrivait quand il mangeait un peu trop la veille. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Il n'avait pas encore fini de tailler la vigne. La clôture du poulailler menaçait de tomber, et son Joachim voulait aller se promener. Même sachant combien son homme était pieux, elle ne pouvait pas s'imaginer qu'il songe sérieusement à laisser la ferme pour aller voir un saint, aussi sacré fût-il. Ainsi, elle se leva et s'en alla à la cuisine, convaincue qu'un bon déjeuner remettrait la tête de Joachim à la bonne place. Mais, après avoir mangé avec grand appétit 2 œufs à la coque, une tranche de pain de maïs et un beau morceau de fromage, Joachim prit tendrement les mains de Joaquina entre les siennes et, de cette voix douce et posée, qui lui avait toujours fait chavirer la tête, il lui a redit oh combien il souhaitait faire ce pèlerinage. Je ne connais pas les arguments que Joachim a utilisés pour convaincre Joaquina du bien fondé de sa requête. Comme je vous l'ai déjà dit, cette histoire est très ancienne, plus ancienne que moi, plus ancienne que ma grand-mère. Joachim avait peut-être fait un vœu à Saint-Jacques. S'il vous plaît, faites que mon fils rentre vite à la maison. Il y a plus d'1 an qu'il s'est embarqué pour l'Inde et que nous sommes toujours sans nouvelles de lui. Ou encore, mon cher Santiago, fais que notre chère Antonietta guérisse.
Nous ne le saurons jamais, parce que les vœux sont secrets et sacrés. Personne ne les dévoile, ni la personne qui les prononce, ni le saint qui les reçoit. Mais nous savons que Joaquina s'est laissée convaincre et qu'elle lui a préparé un petit baluchon pour le voyage, avec du pain, des châtaignes, du fromage et du chorizo. Fais attention aux brigands, mon cher ami, a-t-elle encore clamé, la voix voilée par quelques larmes rebelles, au moment où Joachim disparaissait au bout du chemin qui menait vers le nord. Un jour, après avoir déjà parcouru un long bout de chemin, mais avec encore beaucoup à faire, Joachim s'est arrêté dans une auberge au bord de la route, à l'entrée de la ville portugaise de Barcelos. L'auberge était bondée de monde puisque le roi, revenant de la chasse, avait décidé d'y faire halte. Le pèlerin s'est assis discrètement dans un petit coin de la grande salle à manger. Il a retiré de son baluchon une tranche de pain et des olives et se préparait à manger quand l'aubergiste s'est approché et lui a demandé s'il ne souhaitait pas commander quelque chose d'autre. Comme c'était l'usage, le paysan s'est présenté en disant d'où il venait et où il s'en allait. Il a ensuite demandé la permission de continuer son repas et l'aubergiste la lui a accordée. Il ne pouvait pas faire autrement, puisqu'en cette époque lointaine, la tradition demandait d'accorder l'hospitalité aux pèlerins et qu'il était très, très mal vu d'en faire autrement. L'aubergiste s'est retiré, mais son sourire en coin ne laissait rien présager de bon. Joachim a mangé son frugal repas, il a soupiré, il a mangé les miettes de pain qui étaient tombées sur la table et il a fermé les yeux. Il était fatigué. S'ennuyait-il peut-être de sa femme, de sa pauvre Antonita, ou regrettait-il simplement de ne plus avoir d'olive? À l'époque, personne ne l'a interrogé à ce propos, et maintenant, il est trop tard. Pendant que Joachim dormait, l'aubergiste s'est approché sur la pointe des pieds et a déposé quelque chose dans le baluchon du pèlerin. Il faut savoir que cet aubergiste était doté d'un caractère plutôt mauvais et mesquin. Je ne sais pas pourquoi, ma grand-mère ne le savait pas, et, à l'époque où cette histoire s'est passée, personne ne le savait non plus. Il y avait des voisins qui disaient que l'aubergiste était ainsi malin parce qu'il avait été abandonné par sa femme, alors que d'autres croyaient que sa femme l'avait quitté parce qu'il était malin. Moi, je pense qu'il avait ce caractère parce qu'il croyait que les gens se moquaient de lui. Mais je ne sais pas ce qui l'a mené à croire cela. C'est vrai qu'il avait un bien grand nez, mais il y avait à Barcelos et dans les environs des nez bien plus grands que le sien, que des gens exhibaient à la lumière du jour, plein la face, et portaient très bien en étant ni plus ni moins heureux que ceux qui avaient des nez moyens, petits, très petits ou minuscules. Malheureusement, l'aubergiste ne s'est jamais attardé à réfléchir sur le bout de son nez. L'auberge bourdonnait d'animation et le bon vin coulait à flots quand, soudain, un verre tomba au sol, réveillant notre pèlerin en sursaut. Puis, remarquant le verre par terre et la fête dans l'air, il a souri. Oh, qu'il aimait les fêtes, qu'il aimait danser. Mais Saint-Jacques de Compostelle était encore loin et il lui fallait reprendre la route.
Son baluchon à l'épaule, il s'apprêtait déjà à partir quand l'aubergiste s'est écrié « Agarem ke eladrao !» Il criait si fort que tout autour s'est subitement arrêté. Les gens, le vent, la musique, les chiens, les chats, les souris et le roi lui-même. « Il m'a volé ce brigand, il m'a volé !» clamait toujours l'aubergiste. Devant tout ce vacarme, le roi commençait à s'impatienter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui l'empêchait de manger tranquillement? Il faut que je vous fasse une confidence à propos de ce roi. Assis dans la salle à manger de l'auberge, à bien l'observer, je dirais qu'il n'était pas une mauvaise personne, bien qu'il fût un très mauvais roi. C'est-à-dire, comme personne, il était sensible, pas trop sévère, pas trop ambitieux, bref, un bon vivant aimant la chasse, la bouffe et les fêtes. Mais, en tant que roi, il était plutôt négligent, peu attentif, paresseux. Parfois, les choses de l'État l'ennuyaient tellement qu'il ordonnait n'importe quoi pour en finir au plus vite. C'est ainsi qu'il pouvait parfois devenir très injuste. Mais pendant que je vous faisais ces confidences sur le caractère de ce roi, les clients de l'auberge, contents d'avoir une occasion de se distraire pour le moment et une histoire à raconter le lendemain, s'étaient arrêtés de boire, de chanter et de gueuler et écoutaient l'aubergiste déclarer de sa voix la plus grave « Noble Majesté, cet homme m'a volé. » Le vol est un crime très grave puni par la pendaison, a aussitôt proclamé le roi d'une voix toute solennelle. Puis, regardant le pèlerin, mais en pensant surtout au magnifique coq grillé qui allait certainement refroidir dans sa grande assiette d'argent à cause de cet imbroglio, il a ajouté « Tu es accusé de coq grillé, de vol grillé, de vol qualifié. Qu'as-tu ajouté pour ta défense ?»« Rien, je n'ai rien fait, » a répondu le pèlerin. « Menteur !» lui a crié l'aubergiste. Et ce disant, d'un geste théâtral, il a sorti du baluchon de Joachim la fourchette qu'il avait lui-même cachée. Voici la preuve, une fourchette en argent massif avec le nom de cette auberge gravé sur la manche. Les clients de l'auberge, qui depuis le début ponctuaient l'événement de « oh » prononcé à voix basse, se sont alors laissés aller d'un seul souffle. « Ah !» Le roi y eut aussi allé d'un grand « ah !» royal, alors que le pèlerin faisait un « ah !» étonné. Pour différentes raisons, tout le monde était intéressé, étonné et bouleversé par l'apparition de la fourchette. Après avoir laissé le silence se rétablir, l'aubergiste s'est approché du roi et a déposé la fourchette à ses pieds. Le panache de ses gestes conférait à ses mots une crédibilité incontestable. Moi-même, je ne saurais pas jouer un rôle avec autant de grâce et d'authenticité. Ce faisant, il dit « Majesté, je dépose à vos pieds omnipotents la preuve du crime crapuleux que cet être ignoble a commis. » Bien que le roi n'était pas dans son assiette, toujours à cause du coq grillé qui continuait de refroidir dramatiquement, il n'a pas pu s'empêcher de sourire. Il aimait les beaux mots. Pied omnipotent, ça sonnait très bien à ses oreilles royales. Il allait suggérer à son chroniqueur d'utiliser cette expression dans sa biographie. Cette fourchette est bien une fourchette. Sur cela, je n'ai aucun doute, dit le roi la bouche pleine.
Cette fourchette-là est bien une fourchette, pas de doute là-dessus, répéta le peuple, le ventre vide, parce que c'est comme ça. Le peuple répète ce que les puissants disent. Votre Majesté, je dis que ceci est une fourchette, et je dis aussi que je ne l'ai pas volée, a bégayé le pèlerin. Alors, que fait-elle dans ton sac? Penses-tu que Sa Majesté va passer le reste de la journée à attendre que tu te décides enfin à confesser ton crime? A poursuivi l'aubergiste. À ces mots, le roi a sursauté. Non, non, non. Ce voyageur n'allait pas l'occuper tout le reste de la journée et l'empêcher de manger en paix. Furieux, il s'est mis à crier. Si tu penses que je vais attendre toute la journée que tu te décides à confesser ton vol, je te dis que tu te trompes. Moi, je commence déjà à refroidir, je n'ai plus de sauce pour t'écouter. Et je te donne une dernière chance pour que tu puisses m'expliquer toute cette histoire. Sinon, je te déclare coupable et je te fais pendre. Le pèlerin était si impressionné par la voix de tonnerre du roi qu'il n'a pas été capable de lui répondre. Très bien, dit le roi, la fourchette déjà prête pour la prochaine bouchée. Puisque tu ne dis rien, je te déclare coupable de crime de vol. Emmenez-les tout de suite. Déjà, les soldats attachaient et poussaient le pèlerin quand il a finalement parlé. Attendez, je vais tout vous raconter. Quand notre châtelain demanda à mon fils Pedro s'il ne voulait pas s'embarquer pour l'Inde, nous, moi et ma femme, nous nous sommes sentis très fiers de sa demande, mais aussi un peu craintifs parce que de l'Inde, nous ne savions rien, sauf l'odeur de cette épice qu'on appelle poivre et que les riches achètent au marché. Alors, moi et ma femme, nous nous sommes habillés comme on va à la messe et nous sommes allés voir le seigneur du domaine. Le Seigneur nous a fait la grâce de nous écouter et, après, il nous a dit que notre fils avait été touché par les ailes de la fortune. Oui, c'est ça qu'il l'a dit. Je me rappelle comme si c'était hier. Et aussi que notre Pedro ne devait pas hésiter, qu'il devait partir tout de suite en quête de la gloire et de la richesse vers ces pays du bout du monde où on dormait dans des draps de pure soie et où on parfumait le lait avec de la cannelle. Et, en parlant de richesse de ces pays du Levant, le noble seigneur utilisait des mots si extraordinaires que j'ai été emportée. Mes pieds touchaient à peine le sol, ma tête tournait, mon cœur battait, et toutes les richesses dont le noble seigneur parlait étaient là, à la portée de nos mains, au fond de son regard, de mon regard et du regard de ma femme. Mon fils est parti dans un grand vaisseau aux voiles blanches. Il y a déjà plus d'1 an. Et depuis, nous n'avons pas eu de nouvelles. Je pense à lui et j'espère voir son image entourée par les mots que le noble seigneur avait prononcés et qui lui annonçaient la fortune et la renommée, mais rien ne se passe. Avec le temps, ces grands mots sont devenus des mots aussi simples que les miens, et ils ne protègent plus mon fils contre les tempêtes, contre les pirates, contre les maladies et la tristesse. J'ai alors compris que ce n'est pas parce qu'on dit les choses d'une très belle façon qu'elles deviennent vraies. Depuis ce temps, j'essaie de comprendre ce que les gens me disent avec tout ce qu'ils sont, au-delà des mots et des discours qu'ils prononcent, avec leurs gestes, avec leur cœur, avec leurs yeux. Je sais aussi que la seule façon d'aider mon fils à revenir est d'y croire passionnément
avec toute la force de mon amour de père et de ma foi. Je n'ai pas volé cette fourchette, c'est vrai. C'est simplement dit, et je ne saurais pas vous le dire autrement. Je ne peux pas être pendu parce que je crois que mon fils a besoin de mes prières pour rentrer chez nous de nouveau. Et c'est avec la force de cette foi qui m'habite que je demande à Saint Jacques, qui me connaît depuis longtemps, d'intercéder en ma faveur du haut du ciel, en faisant que le coq qui repose dans l'assiette de votre majesté se lève et chante maintenant, s'il est vrai que je ne suis pas coupable. Un grand éclat de rire a aussitôt retenti dans la salle, haut et fort. Le roi, les soldats, le peuple, l'aubergiste riaient, quand tout à coup, un son surélevé a percé à travers les éclats de rire. « Cocorico, cocorico » chantait le coq, juché sur son assiette d'argent. Évidemment, le pèlerin a été libéré sur le champ et l'aubergiste a été puni. Les gens du pays et le roi lui-même ont demandé des excuses aux pèlerins.